C'est parti, on est live. Rina, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis particulièrement heureuse de te recevoir car je sais que tu as un emploi du temps overbooké, car tu fais déjà partie de ces femmes qu'on a beaucoup surnommées les giborotes dans cette période. Marie mobilisée en mille des enfants en bas âge à la maison, les gardes à l'hôpital, ton engagement avec toutes tes patientes. Vraiment, tu incarnes la résilience et c'est vraiment une mine d'or et une chance énorme de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu bosses en gynécologie au sein de la Meouchedet, qui est une coupe patronyme en Israël, et tu accompagnes donc chaque jour des femmes à différentes étapes de leur vie. Et aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de la santé des femmes en Israël, peut-être les passerelles entre Israël et la France. Est-ce que, Rina, tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Rivka, déjà je suis honorée d'être ici, merci beaucoup. Je m'appelle Rina Agege, je suis gynécologue obstétricienne et je suis maman de 3 enfants. Quand est-ce que tu as fait ton Alia, Rina? J'ai fait mon Alia en 2011 par 2012, OK, donc 2012. Du coup, si j'ai bien calculé, est-ce que tu as commencé une partie de tes études en France? Tu as dû passer des équivalences? Comment ça exactement. s'est passé pour toi? Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce qu'en effet, j'ai commencé mes études en France et après je les ai poursuivies en Israël. J'ai vraiment, une très, très grande volonté, de faire mon Alia. Et ça a pas été simple, mais ça a été possible et c'était déjà un miracle, que ce soit possible. Et que c'est long de tout expliquer, mais si je le dis, rapidement, j'ai fait 3 ans de médecine en France, donc P1 à la D1, ça s'appelait à l'époque, même ça a changé, il me semble, entre-temps, les noms des années d'études de médecine. Et j'ai poursuivi, mes études, grâce à l'ouverture de la faculté, de médecine de Bar-Ilan qui se trouve à Tzfat, qui aujourd'hui n'est plus nouvelle, mais qui à l'époque elle était, nouvelle. Moi j'étais le deuxième e Marzor, donc la deuxième Deuxième e session. à la deuxième session. C'est une faculté qui a été, principalement, faite pour, enfin, entre autres, mais un des projets, c'était de rapatrier, des étudiants de médecine israéliens qui vont étudier à l'étranger. Il faut savoir qu'il y a presque 50 des étudiants, enfin, des qui ont étudié à l'étranger et ça se fait de moins en moins parce que de plus en plus, ils ont ouvert entre-temps même d'autres facultés de médecine en Israël, à EDC, à Rehovot avec le Maron Weizmann et très récemment, là, ces 2 dernières années, à Ariel il y a déjà quelques années, donc ils essayent de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de médecins formés en Israël. Bon, à l'époque, c'était juste, voilà, le début. Ils essayaient de pouvoir, enfin «rapatrier» entre guillemets, des médecins. Donc moi, je me suis insérée dans ce cursus. Il a fallu évidemment que j'apprenne l'hébreu avant, que je passe les psychométriques. Donc j'avais fait une année de césure entre la deuxième et la troisième année de médecine pour faire ça et Alors attends, je coupe un peu pour ceux qui nous suivent. Tu as commencé à apprendre l'hébreu en France ou tu as appris l'hébreu en Israël? Et est-ce que tu as dû passer des équivalences, en fait, pour faire, la passerelle entre ce que tu avais amorcé en France et une fois que tu es arrivée en Israël? J'ai déjà l'hébreu, j'avais un petit peu appris enfin déjà, en tant qu'enfant, j'avais appris au Talmud Torah à lire, à écrire l'hébreu. J'avais des petites notions d'hébreu parlé, mais vraiment très, très, très basiques. J'ai commencé à apprendre l'hébreu en France, des cours, 1 fois par semaine, mais j'ai principalement appris quand je suis venue en Israël. Pendant mon année de césure, j'ai fait un programme Massa qui s'appelle Massa Prépa, plutôt destiné aux jeunes de 18 ans qui viennent en Israël et qui veulent faire, des hautes études, principalement le Technion. Ça se passait à Haïfa. Il me semble que ça existe encore, Massa Prépa. Enfin moi, mon but, j'avais fait ça parce que mon but, c'était d'avoir les plus hauts psychométriques possibles, donc d'avoir un programme intense, en psychométrique. J'ai dû passer des examens pour, rentrer. C'est pas, je sais pas si on peut appeler ça vraiment des équivalences, mais j'ai dû, ben, prouver que j'avais vraiment fait 3 ans d'études, de médecine et passer les psychométriques et après passer il y avait un dossier, en ligne, à écrire avec des sortes de petites rédactions sur, ma vie et des questions, d'éthique, des petites questions comme ça à rédiger et après ceux qui étaient éligibles étaient, invités à passer des oraux en Israël. Et à l'époque, je parlais pas très bien hébreu, mais je pense que mon parcours, il était quand même, atypique et impressionnant que ça. Enfin, je parlais plutôt bien hébreu, mais je parlais pas, comme une israélienne. Mais voilà, ça a été suffisant en tout cas pour être acceptée. Donc j'ai pu continuer, à Tzfat, donc aussi un endroit un peu atypique où atterrir. Clairement, clairement. Je crois que tu es la première, mais je suis heureuse de l'entendre. Et alors j'avais une très bonne amie qui était juste 1 an au-dessus de moi, qui vraiment elle est allée la première année à Tzfat et avec moi, il y avait une autre, fille qui est devenue mon amie et qui était aussi avec moi à Bichat-la-Riboisière. C'est marrant, enfin on se connaissait de loin, mais je savais pas qu'elle était aussi, dans le parcours pour venir en Israël, qu'on était, 2 Françaises, mon année. Et depuis, il y en a eu encore, il y en a chaque année, il y en a deux trois qui sont des courageux, et qui se disent: «Bon ben, on va aller à Tzfat». Parce qu'en fait,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, il me semble pas que ça ait beaucoup changé. Alors, je suis pas ultra une référence en passerelle parce que je suis pas à jour et c'est des choses qui Et ça évoluent. change. Mmh. Mais il faut comprendre que moi, à l'époque, quand j'étais en deuxième année de médecine, ma porte de sortie, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait la P1 et cetera. Bon, moi, c'était sûr que je voulais être médecin, tout ça, j'étais dans le tunnel et après quand on rentre en deuxième année, d'un coup, on respire, on a plus de concours et on se dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Et moi, je me dis: «Bon, je vais aller en Israël». Mais c'est bon, le corps humain, c'est le corps humain, la médecine, c'est la médecine, ça va être simple. Pas du tout, c'est un métier extrêmement réglementé comme tous les métiers mais réglementés, avocat et cetera. Et donc c'est très difficile, très peu exportable et je me suis rendu compte, en fait, à l'époque que si je ne faisais pas tout pour partir maintenant, sachant que j'avais même pas c'était même pas sûr que ça allait fonctionner, ma porte de sortie pour aller en Israël, ce serait à la fin de mon internat et Ouais, donc ce serait tout reprendre à zéro éventuellement. je pensais tout reprendre à 0. Je m'étais dit: «Bon, bah, tant pis, j'ai fait la P1, c'était dur et cetera», mais là, ça allait c'était dans plus que 10 ans et ça d'ailleurs, c'est un problème français parce que c'est vrai que les Français souvent ils disent: «Ah c'est pas cool, ou ils nous facilitent pas les les passages», mais c'est un vrai problème français. C'est que la France, c'est le seul pays au monde où un médecin qui termine son MD, son medical doctor, qui termine ses études de médecine, il n'a pas de doctorat. Pourquoi? Parce que le doctorat en France se passe pendant l'internat et donc on peut pas donner un doctorat à quelqu'un qui n'a pas passé sa thèse et la thèse, elle se passe pendant l'internat, classiquement, pendant la deuxième moitié de l'internat. Et c'est un vrai problème parce que d'un côté, Israël peut pas accepter des médecins s'ils ont pas un MD. Bon après, il y a toutes sortes il me semble, hein, franchement ça, je suis pas du tout la référence, mais il y a des picronotes, il y a des solutions qui ont été trouvées. Je sais que je connais un ami qui a fait, 1 an, d'internat, qui a passé sa thèse au plus vite et qui après est directement venu. Peut-être même que dans certaines sous-spécialités, ils ont, allégé, l'histoire, mais bon, c'était le problème à l'époque en tout cas et donc je m'étais dit qu'il fallait que je fasse tout pour faire médecine en Israël. Bon et donc du coup, donc tu fais ta passerelle, donc tu arrives à Tzfat, donc là tu repars pour combien d'années d'études? Alors ce qui était génial à Tzfat, c'est que, contrairement aux autres universités où j'avais aussi postulé et cetera et si j'étais même si j'étais acceptée, j'aurais dû reprendre depuis le début. Ce qui était génial à Tzfat, c'est que c'était fait pour les gens de base, comme j'ai dit, pour les Israéliens qui partent étudier à l'étranger et qui font médecine. Donc les études de médecine, elles sont plutôt pareilles. Globalement, grossièrement pareil dans tous les pays, c'est qu'il y a 3 premières années où c'est des études précliniques, donc beaucoup de biologie moléculaire, physique, d'anatomie, tout ça et après les 3 dernières années qui sont des années cliniques où on est beaucoup à l'hôpital. C'est pareil en France, c'est pareil aussi en Israël. À Tzfat, c'était un programme qui était fait pour ceux qui ont fait 3 ans de médecine préclinique et donc c'était 3 ans cliniques où on était à l'hôpital. On a eu 6 mois au début où c'était une sorte de révision, de mise à niveau de tout le monde, enfin pour être sûr que tout le monde part sur les mêmes bases et après, on était à l'hôpital, on faisait des stages à l'hôpital comme des externes en France. Je dirais la différence principale, c'est que les études en France, l'externe est quand même vachement actif. Il fait vraiment partie du staff, il écrit dans le dossier. Bon, il fait aussi la photocopieuse et le café, mais il est il est quand même, impliqué. En Israël, c'est très sur le modèle américain. D'un point de vue, je pense aussi médico-légal et aussi d'un point de vue culturel que c'est le modèle américain. L'étudiant, il est, shadowing, c'est-à-dire qu'il est vraiment derrière le, Le médecin, mentor, le ombre, derrière le mentor et il regarde et il apprend et il est chouchouté. L'après-midi, il a des hartzaot. L'après-midi, enfin, c'est les médecins du service qui leur donnent des conférences et cetera. Donc on est moins actif mais après en Israël, il y a une année en plus des 6 ans, qui est l'année de stage. Il faut aussi savoir en Israël qu'il y a il y a un autre cursus d'études de médecine qui est d'ailleurs aujourd'hui, je pense, le cursus où il y a le plus, de possibilités. En fait, il y a le plus d'universités qui font ça. C'est le cursus en 4 ans, qui est là pour le coup totalement sur le modèle américain, où il y a, les gens doivent faire un Tohar Rishon, donc une licence. Souvent en biologie, mais ça peut être aussi d'autres choses et après ils font médecine en 4 ans. Donc ça, c'est exactement comme aux États-Unis où ils font genre med school en 4 ans. Et ça, il y avait ça aussi à Tzfat, mais c'était pas le programme dans lequel j'étais et voilà, et qu'est-ce que je te j'ai pu disais? lire en que j'ai pu pardon, j'ai pu lire qu'en Israël, il y avait quand même, soit des déserts médicaux, soit en fait un manque, de praticiens, que toi tu l'entends, et peut-être même plus dans ta profession. Il y a encore de la place pour des personnes qui veulent exercer ou c'est déjà très saturé? Non, non, je pense que oui, bien sûr, il y a de la place. Il y a qu'à voir
les listes d'attente, les temps d'attente pour aller, chez le gynéco à la Copatrolim, c'est sûr On va en qu'il parler. y a de la place. Du coup, toi, la gynécologie, c'était une évidence pour toi? Est-ce que tu l'as choisi comme ça? Tu savais depuis le début que c'était dans ce domaine que tu voulais t'orienter? Je pense comme beaucoup d'étudiants pendant mon stage, j'ai adoré la gynéco. Je pense qu'il y en a beaucoup qui adorent la gynéco aussi pendant leur, stage. Pour moi, ça a été vraiment une évidence. Je le savais pas depuis le début de mes études, mais quand je suis arrivée en gynéco, j'étais sûre que c'était ça que je voulais faire. Le thème, de s'occuper des femmes, déjà, je trouve ça, magnifique et important dans toutes les étapes de leur vie. Encore plus, les femmes enceintes, encore plus la salle d'accouchement. Ouais, ça a été un coup de cœur pour moi et donc c'était sûr quand je suis sortie de mon stage de gynéco que je voulais faire ça et en plus c'est une spécialité qui est très large et c'est quelque chose que j'aimais bien parce que j'avais pas envie d'être, que chirurgienne ou que médecin, généraliste, quoi. Tu peux nous emmener un peu avec toi? C'est quoi ton quotidien ou comment se passent tes semaines? Comment on prend rendez-vous avec toi? Quel type de patient tu rencontres? Alors moi je suis en sous-spécialité en échographie à Chiba, donc je suis tous les jours, quasiment tous les jours à Chiba. À l'hôpital. J'ai aussi, à peu près 4 à 5 heures, par semaine où je suis à la Mourredet, à Givat Shmuel. Ben, ce qui est bien, c'est que j'ai envie de dire, j'ai pas vraiment une journée type. C'est ça ce que j'aime. La plupart des jours, quand même, la plupart de la semaine, je suis en échographie. Donc, je reçois des femmes qui peuvent venir pour des échographies gynécologiques, donc kystes à l'ovaire, des fibromes, voilà, des problèmes gynéco, où moi, je vais leur faire l'écho et avec cet écho, qui est une écho qui est censée être quand même, poussée, et d'un expert, ils prennent rendez-vous après chez le chirurgien gynécologique et ils voient s'il y a besoin, de faire une opération ou pas. Donc ça, c'est le côté gynéco. Il y a le côté, les échographies morphologiques, du bébé, donc du fœtus, ou ça peut être à l'hôpital, c'est beaucoup d'échographies, de référence. Donc quand on a déjà vu un problème à la Copatrolim ou que la femme, elle a, une maladie, des échographies qui sont quand même de référents et ça peut mais on a aussi des échographies de dépistage, ce qui s'appelle, c'est des échographies classiques où une femme qui est en bonne santé, pas de a priori pas de souci, qui vient faire une échographie, morphologique de dépistage, pour son fœtus. Ça, je pense que c'est ce qui occupe la plus grande partie de ma semaine et après il y a d'autres jours où je suis aux urgences, obstétricales et des jours où je suis en salle d'accouchement, et il y a les jours où je suis à la Copatrolim où je reçois des femmes, qui peuvent venir, ben, pour tout type de problème. Des Pour jeunes femmes jusqu'à la ménopause. pour les personnes qui savent pas, comment tu as fait tes sorties? Tu as eu ton diplôme en poche et tu t'es dit: «OK, je vais commencer à postuler auprès d'hôpitaux, je dois me rapprocher d'une coupatroline». Comment ça se passe? Tu as un statut de salarié? Alors, quand, j'ai terminé mon internat, déjà ils m'ont proposé de rester dans l'hôpital dans lequel j'étais. Souvent quand on a un interne qui est apprécié, c'est ce qui se passe. Moi j'ai préféré aller j'ai fait mon internat à Souta Ashdod, j'étais très contente, mais j'ai préféré aller dans un hôpital plus grand, qui est vraiment un centre de référence pour les pathologies fœtales. Shibat Al HaShomer, c'est vraiment, un des enfin je pense que c'est le plus gros hôpital d'Israël et donc j'ai postulé, hein, je me suis rapprochée, de gens du service. J'avais déjà été pendant mon internat, j'avais été en stage pendant 6 mois. J'ai parlé tout simplement, au boss, du service d'écho et je lui ai dit que j'avais envie de faire ma sous-spécialité chez lui et les copotrolim, pareil en fait, on prend en tant que médecin, on prend contact avec, il y a des ménahalim, Ménahel Refoui, Ménahel Administrativi, selon l'endroit où on veut être. Si on veut être dans le Merkaz, ça va pas être le même interlocuteur que, à Jérusalem, par exemple. Et généralement, comme je t'ai dit, ils sont vraiment en recherche de gynéco, surtout de femmes et même des hommes et voilà et de là, après, ils discutent des conditions et cetera. Je suis Atzmaït, je suis à la Copatrolim, donc je suis pas salariée. Généralement, en dessous d'un certain nombre d'heures, c'est on n'est pas salarié à la Copatrolim, on est OK, indépendant. OK. Comment ils ont vécu, ta double nationalité, ta double culture? Comment ça se passe avec tes collègues et voire même avec tes patientes? J'imagine que c'est un autre niveau de conversation quand tu arrives à parler dans ta langue maternelle avec tes patientes? Avec les patients françaises, tu veux dire? Ouais, Avec ouais. les patientes françaises? Bah, je pense que c'est très apprécié, même par les israéliennes parce que c'est vrai que j'ai peut-être une approche qui est un petit peu différente. Même si la médecine en Israël est très bonne, c'est vrai qu'il y a moins ce côté
de prendre son temps avec le patient, d'expliquer en détail, qui est quelque chose qui est quand même plutôt commun en France et ben, avec les Françaises, je pense qu'elles sont très contentes d'avoir un médecin et qui elles parlent français parce que je vois même des femmes qui étaient suivies par des gynécos qui sont excellentes. Vraiment, j'ai rien à dire, des super médecins et qui après viennent me voir. Donc je suis flattée, mais je me rends compte que c'est vraiment aussi beaucoup parce que ça les aide de s'exprimer dans leur langue maternelle. Moi je suis contente d'être là pour elles quoi, de pouvoir les comprendre et et les aider. Incroyable. Ouais, bah, je sais, ta réputation te précède, Rina et je voulais savoir comment tu as choisi la Meouhredet? Parce qu'on peut dire que c'est pas la plus grosse des Coupatrolim. Quand on arrive en Israël, je sais que nous, en tout cas, on nous avait dit: «OK, il faut passer par la Maccabi, il y a des branches dans tout Israël, c'est la sécurité». Finalement, il y a quelque temps, on est passé à la Meouhredet parce que, là où on habite, c'est un pôle qu'on trouve très actif, très humain. Toi, comment tu as fait pour choisir, ta première Coupatrolim? Ouais, moi déjà je suis indépendante, donc vraiment disclosure, j'ai aucun, j'ai pas d'intérêt, à orienter vers tel ou tel coupage. Je pense que déjà ça dépend beaucoup d'où on habite. Mmh. C'est important de savoir, quelle est la coupatellotproline proche, surtout par exemple pour des personnes âgées qui puissent y aller à pied et j'ai aussi travaillé à la Maccabi. C'est aussi une très bonne coupa. L'avantage en tout cas de la Méo-Crédette et des petites coupas, je pense que ça doit être même la même chose à la Léomite, c'est qu'il y a plus, de ce que je vois, hein, des patientes, il y a plus un yahas ishi, comment dire? Il y a plus vraiment un suivi, personnalisé de la patiente et si la patiente, elle a un souci, elle a vraiment à qui s'adresser. Dans les très grosses coupotes, c'est un peu plus, ben, appel le standard téléphonique. Après, je pense que ça dépend aussi de chaque coupa et des secrétaires. Les secrétaires, c'est la chose la plus importante dans la covatrolie, mais vraiment. Elles peuvent sauver la covatrolie ou la détruire. Et là, pour le coup, nous, on a des super secrétaires, donc c'est hyper important parce que moi, déjà, j'explique et cetera, ça me prend du temps et j'ai du retard, tout ça, mais parfois, les patientes, elles sont quand même un peu perdues parce qu'il y a tout le système de Tofes-Jvaesre quand elles doivent aller à l'hôpital, donc elles doivent prendre le rendez-vous à l'hôpital. Je peux aider ou elles s'en sortent pour prendre le rendez-vous à l'hôpital, mais après, elles doivent amener ce qui s'appelle le Tofes-Jvaesre, donc qui est en fait Exact. en gros, le chèque de la copatrolim, le papier qui donne la prise en charge financière de la copatrolim pour la consultation à l'hôpital et tout ça, bon, c'est quand même un système administratif qui est pas très accessible à premier abord, il faut un peu le comprendre et c'est vrai que souvent, je les envoie chez la secrétaire et la secrétaire, elle s'occupe de tout, elle leur donne, elle leur explique et cetera. Mais je pense que ça dépend principalement vraiment de là où on habite. Moi, pour moi, c'était vraiment pratique, d'être d'être, très proche de la maison. Puis aussi des praticiens. C'est vrai qu'il faut regarder aussi un peu les praticiens qu'il y a dans la copa proche de chez soi. Voilà, c'est ce que je dirais. Globalement, c'est ce que je dirais. Alors regarde, tu nous as parlé de l'hôpital, de la Coupatrolim. Est-ce que tu reçois aussi en privé et est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Comment tu t'organises? Alors, je reçois pas encore en privé, mais c'est quelque chose que, oui, je projette de faire, dans le futur. Que j'aimerais, terminer ma sous-spécialité en échographie pour avoir quand même quelque chose de particulier à proposer en privé. C'est vrai qu'on peut totalement s'installer en privé et faire de la gynécologie, classique, faire des consultations de classiques comme ce que je fais à la Coupa, mais en privé. Mais je pense que c'est plus intéressant et pour la patiente et pour moi d'avoir, ben, cette sous-spécialité, à proposer, de faire des échographies, fœtales. Parce qu'en plus, pour le coup, je pense que dans le domaine des échos, la différence entre la Coupa et le privé, elle existe quand même. On peut tomber à la Coupa sur, un échographiste, hors pair, mais même si c'est le cas, il aura pas autant de temps qu'en privé. Donc, à la Copa, on va vraiment faire l'échographie, bon classique avec, on va coucher tout il vous coche toutes les cases et cetera. Mais si on veut voir des choses un peu plus poussées et faire un examen un peu plus poussé et un peu plus expert, c'est vrai qu'il y a quand même un avantage, à aller en privé, je pense, pour les échos. Voilà, donc, plus tard, un tout petit peu plus tard, quand, je me sentirai, d'attaque, c'est mon projet, ouais. C'est ça. Et à l'hôpital, on ne peut pas, genre se présenter à l'hôpital et en fait essayer d'avoir un rendez-vous avec toi si on n'est pas dans cette, Coupatrolim? Je pose la question pour les personnes, tu vois, qui se posent la question. L'hôpital, il est, dénoué de liens avec la Coupa. La seule Coupatrolim qui a des hôpitaux, c'est Clalit, qui est une très grosse Coupatrolim et qui a l'hôpital, Bellinson et l'hôpital Meir et l'hôpital Soroka. Peut-être que j'en oublie un, il y a aussi elle a aussi un hôpital à Haïfa.
Mais ça veut pas dire que les autres adhérents des autres coupotes ne peuvent pas aller. C'est-à-dire que si quelqu'un est à Maccabi, il peut quand même aller à Bellinson. Ceux qui sont affiliés à Clalit, c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus avoir beaucoup plus facilement des autorisations de traitement, des Tofes-Schweizeré, dans les hôpitaux de la Clalit, et que la Clalit, elle fait un peu plus, de problèmes pour donner des Tofes-Schweizeré pour les autres hôpitaux. C'est aussi possible, mais c'est un peu plus, problématique. Après, pour tout ce qui est Maccabi et Ouredet, généralement, les patients, ils reçoivent le Tofes-Schweizeré sans problème si c'est des traitements qu'il y a pas dans la Copatrolim. Donc à la Copatrolim, à l'hôpital, j'appartiens pas à une coupa, en fait, j'appartiens à l'hôpital, donc c'est aussi possible de prendre rendez-vous avec moi, à l'hôpital. Je pense que pour le suivi classique, c'est vraiment la Copatrolim. L'hôpital, c'est quand même quand il y a un souci, quand il y a un truc, alors on envoie à l'hôpital. Ça, c'est un peu comme en France. Ce que tu as dit, de prendre rendez-vous, sur l'application, de se présenter au SNIF de la Copatrolim et de prendre rendez-vous avec les secrétaires, je pense que c'est vraiment, le plus simple. Et alors une question un peu plus, d dans ta vie, personnelle, pour une maman qui a des enfants en bas âge, comment tu arrives en fait à gérer ton quotidien? Donc, le quotidien de maman, foyer, les rougim, devoirs, les mifranim, les contrôles, et du coup j'imagine tes gardes à l'hôpital, un rythme que j'imagine effréné. Je pose la question pour les personnes qui nous écoutent, qui viendraient de France et qui se diraient: «OK, j'ai pas le dimanche déjà, j'ai pas le dimanche en Israël, comment se passe le quotidien?» Bah, le quotidien à 1000 à l'heure, comme tu as dit, c'est pas facile, mais beaucoup d'aide extérieure, je veux dire la vérité. Merci à mes très chers baby-sitters que j'adore, qui me sauvent. Voilà, et mon mari aussi, mais c'est vrai que mon mari travaille aussi beaucoup, il a été beaucoup en Milouim, donc plus, de l'aide extérieure. Moi, un point positif, ça je le dis pour les médecins, c'est que pour les médecins qui pensent faire leur aléa, c'est que la journée de travail en Israël, elle commence plus tôt et elle termine plus tôt qu'en France. Ça veut dire que, classiquement à l'hôpital, on termine la journée vers, 15-16 heures. Donc ça me permet, moi, quasiment presque tous les jours d'aller chercher mes enfants. Enfin, les jours où je suis en garde, sauf les jours où je vais à la copatronim après. Mais c'est vrai que globalement, il y a pas trop, la culture il y en a même pas du tout, quoi, de rester jusqu'à 18 heures à l'hôpital ou 19 heures comme ce qui se fait en France. Là, on a quand même nos après-midi, enfin nos fins d'après-midi, libres pour faire la deuxième Mishmeret, en tant que maman. Et du coup, sujet plutôt, santé, donc tu as pas eu vraiment le temps d'exercer en France, mais est-ce que tu trouves qu'il y a des sujets encore de gynécologie qui sont pas assez, démocratisés? Où tu trouves des grosses différences entre la France, et Israël? Ouais, comme tu as dit, moi j'ai pas exercé, mais de ce que j'entends des patientes et de ce que je sais aussi, de mon métier, il y a quand même des différences dans le suivi de grossesse. Je dirais que déjà en France, la grossesse, elle est un petit peu plus médicalisée. On vient, il me semble de façon classique une fois par mois chez le gynéco. En Israël, c'est plutôt toutes les 6 à 8 semaines, ça dépend entre chaque, rendez-vous. Je dis toujours à la patiente quand est-ce qu'elle doit venir. Évidemment, sans compter les échographies morphologiques, quoi. Au final, avec les échographies morpho, ça sort quand même que la femme, elle voit un praticien à peu près tous les mois, mais chez le gynéco qui fait le suivi, généralement, c'est à peu près toutes les 6 semaines. L'autre différence au niveau des échos, je peux dire parce que c'est mon domaine, c'est qu'en France, la toute première écho et enfin la seconde écho. La toute première écho, c'est une écho de datation, juste on voit le pot du bébé, on voit, est-ce qu'il correspond bien, au nombre de semaines, d'aménorrhée. Et la seconde écho, c'est l'écho de la clarté nucale. En France, de façon, il me semble systématique, ils font aussi une écho morphologique, donc ils regardent aussi la morphologie, du fœtus à ce moment-là. En Israël, c'est vraiment que la clarté nucale de façon classique. Il y a beaucoup d'échographistes qui vont faire un peu plus, mais normalement sur le papier, c'est la clarté nucale, et après il y a une première écho morpho en Israël qui est entre 14 et 18 semaines, chose qu'il y a pas en France. En France, l'écho, de la clarté nucale qui est entre 11 et 13 semaines, ils font aussi la première écho, morpho. Morpho. Elle, entre 11 et 13 semaines, on fait que la clarté nucale, et après entre 14 et 18 semaines, on a une écho, morphologique, la première écho morphologique. Après la seconde écho morphologique, elle est entre 20 et 24 semaines, ça c'est la même chose dans les 2 pays, et il y a une troisième écho morpho qui en France, elle est beaucoup plus, démocratisée, c'est beaucoup plus, commun de la faire, entre 30 et 32 semaines. En Israël, c'est plutôt recommandé par les gynécologues, mais c'est pas encore pris en charge. Donc entre 30 et 32 semaines, on fait toujours une écho classique pour voir la position fœtale, le poids du bébé, mais il y a pas forcément
en tout cas de façon systématique, pris en charge par Ecopatrolime. La troisième e écho morphologique qui vérifie encore une fois la morphologie du fœtus. C'est principalement le cerveau qui évolue beaucoup, entre la 24 et la 32e semaine. Mais c'est quelque chose qui est quand même plutôt recommandé, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait plutôt en privé quand c'est fait. Donc ça, je dirais que c'est la principale, différence en termes de suivi. Il y a une autre différence, c'est qu'en France, le test du glucose pour vérifier si une femme a un diabète de grossesse, il est fait que aux femmes qui ont des facteurs de risque, et en Israël, il est fait de façon systématique. Tout le monde, ouais. Ouais, OK. tout le monde fait le test de 50 grammes. Si donc c'est un test de dépistage, si il sort pathologique, alors on fait le test, diagnostic de 100 grammes. Ça, c'est une autre différence, et aussi qu'il faut pas s'inscrire à la maternité. Là, j'ai plein de patientes enceintes qui me disent: «Ah, il faut que je m'inscrive». Non, 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 vous arrivez, c'est marrant, vous arrivez le jour de l'accouchement avec vos contractions et votre valise: «Bonjour, je suis venue accoucher». Franchement, c'est ça. Carrément. Donc voilà, il y a pas à s'inscrire. Vous pouvez décider même à la dernière minute d'accoucher ailleurs si vous avez envie. Voilà, sinon le reste des tests, je pense que c'est vraiment très, 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 très similaire. Ah et la différence aussi, mais après c'est vrai que c'est moins commun de ce que je vois dans la communauté, je sais pas trop pourquoi, mais en France, il y a un suivi qui peut être fait par des sages-femmes. Mais c'est vrai que mes patientes, elles sont souvent suivies par quand même des médecins, voire des professeurs, et alors qu'en Israël, non, la sage-femme, elle est vraiment à l'hôpital. Elle est vraiment là pour accoucher. Et oui, il y a aussi le système en Israël, donc ça, oui, ça aussi, c'est une différence majeure. En vrai, j'aurais dû la dire en premier. En Israël, tous les hôpitaux sont publics. Il y a pas de clinique privée dans laquelle on va accoucher. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir un médecin particulier dédié qui vous accouche. L'exception à la règle, c'est dans les hôpitaux privés. Il y en a peu où il y a des hôpitaux qui ont un système de privatisation. C'est-à-dire à Jérusalem, il y a ça. Il y a ça, il me semble, à Shaare Zedek, il y a ça à Hadassah, c'est sûr. Globalement, c'est des hôpitaux publics, mais la patiente a la possibilité de choisir son médecin qui va l'accoucher quand même. Il me semble à Maïne Choix aussi, il y a ça. Des hôpitaux qui ont un peu un statut, semi-privé, mais c'est quand même rare. C'est elles, les elles vont pas avoir elles vont avoir leur gynéco qui vont leur faire un suivi de grossesse, mais ça va pas forcément être celui qui les accouche. C'est clair que du coup, c'est une différence majeure parce que bon, moi, j'ai jamais accouché en France, mais ma première grossesse s'est déroulée en France et je me rappelle que, le gynéco était censé être la personne, qui allait m'accoucher. Mais, j'ai compris en Israël que le système était complètement différent. Ça m'a pas, voilà, perturbée plus que ça. Ah, tu m'entends? Ça a coupé. Attends, je vois qu'il y a un petit problème de connexion. Moi, je t'entends, mais Ouais. ça buguait. Ouais, ça a buggé. Heu, Alors ouais, je te disais, moi j'ai commencé, ma première grossesse en France, mais finalement j'ai accouché en Israël et effectivement, j'avais cru comprendre que le gynéco qui suivait le début de grossesse était celui qui était censé, me faire accoucher. Maintenant c'est vrai qu'en Israël, de ce que j'ai vécu, c'est, bah, le la personne qui est de garde, plus les sages-femmes et ça se passe finalement bien. J'imagine que c'est à cause du nombre ou grâce au nombre de naissances. Ouais, 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 c'est y a pas ce système quoi de privatisation, du gynécologue, mais après oui, ça change pas que que quand même, ça se passe bien, et c'est vraiment le même système qu'à l'hôpital public en France, en fait, pour ceux qui ont accouché à l'hôpital public. C'est que c'est la sage-femme qui s'occupe, du suivi. Il y a des médecins en salle d'accouchement évidemment, et des médecins qui font la visite dans la salle d'accouchement. Vous allez voir des médecins pendant que vous accouchez, mais au moment de l'accouchement, il y a pas forcément un médecin qui est présent, juste s'il y a quelque chose, s'il y a un souci. Voilà. Est-ce Moi je pense qu'il y a pas à s'inquiéter. Moi j'ai jamais exercé en France, donc je ne sais pas quels sont exactement les niveaux de salaire en France. Globalement, les gynécos, en Israël, c'est pas les plus à plaindre. Moi, après, je suis 100 à l'hôpital, donc pour le coup, je ne suis pas un exemple parce qu'à l'hôpital, les salaires sont des salaires de misère comme en France. Ceci dit, même à l'hôpital, il y a des moyens d'avoir quand même, de faire gonfler son salaire en faisant, enfin, il y a toutes sortes des trucs qui s'appellent des cessiotes. On travaille en plus des heures en si c'est un tarif qui est différent. Pour la patiente, ça change rien, elle vient à son rendez-vous. Pour le médecin, c'est généralement à des horaires le soir, et cetera. C'est généralement des choses, comme ça. Donc il y a quand même des moyens d'augmenter son salaire, mais c'est vrai que l'hôpital, c'est pas non plus l'endroit où on fait le plus d'argent, mais qu'en fait, comme en France. Mais après, c'est là où il y a les cas les plus intéressants, c'est là où on se forme, et cetera. À mon stade, pour l'instant, je trouve ça indispensable, et même je pense que dans le futur, je garderai tout le temps, un certain pourcentage, j'espère au moins à 50 à l'hôpital parce que j'adore l'hôpital. Mais totalement à la Copatrolime, les salaires, ils sont quand même élevés. Et puis, en privé aussi, je pense que c'est vrai qu'il y a tout le côté de savoir, se faire connaître, et cetera, mais globalement, les médecins qui ont des cabinets, qui tournent bien, je pense que
Je pense que qu'ils sont pas à plaindre, mais c'est vrai qu'il y a le côté de devoir faire, de devoir se faire un nom, de devoir se faire connaître, ou alors il faut avoir un peu sa niche, faire quelque chose qui est moins fait, par d'autres médecins ou des choses qui sont moins fait ou moins faites à la Coupe Patrolime, quoi. Je te pose la question, mais je connais un peu la réponse que j'ai déjà vue sur l'application. Toi, tu peux considérer que quand tu donnes des disponibilités, pardon, à la Coupe Patrolime, ton carnet de rendez-vous, il est plein Il est plein, 2 mois en avant. C'est un avantage et et un inconvénient parce que parfois j'ai des patients qui ont besoin de trucs urgents. Bon, mes patientes, elles le savent, quand c'est quelque chose d'urgent, j'essaye toujours de les faire rentrer, dans tous les cas, ou avant ou après, ou à la fin des rendez-vous. On s'arrange, mais c'est vrai que oui, non, je pense pas qu'il y a un médecin à Copatrolime qui attend les patients, en gynéco, et encore moi je travaille dans le Mercaz où il y a quand même plutôt beaucoup de médecins par rapport au nombre d'habitants. Et si on va au nord, on parlait tout à l'heure, tu disais il y a des déserts médicaux, clairement. Dans le nord, il y a clairement des déserts médicaux. Hem, Après l'avantage en tant que médecin, bon là je parle vraiment pour les médecins quoi, pas pour les patientes, mais en tant qu'un médecin pour un médecin qui veut s'installer ici, évidemment encore une fois, même dans le Mercaz, il aura de la place, il aura de la patientèle, ça c'est pas un problème. Mais après s'il va dans des endroits où il y a plus besoin de médecins, donc dans le nord ou dans le sud, du pays, c'est vrai on a plus de leviers, par rapport à la copatroline, sur le salaire et sur les conditions. Par exemple, moi, il y a une condition sur laquelle je ne veux pas discuter, c'est que je veux pas de plus que 4 patientes par heure, ce qui est déjà est beaucoup, mais normalement, la plupart des médecins, ils reçoivent au moins 5 patientes par heure. waouh, Moi, j'y arrive pas à comprendre comment c'est possible, surtout que j'ai beaucoup de francophones, donc c'est des consultations qui prennent quand même plus de temps parce qu'il y a plus de questions, il y a plus, ce côté que je te disais quand même que c'est vrai qu'on a plus on s'attend, que le médecin et je trouve ça normal, explique, plus, tout ce qui se passe. Donc voilà, 1/4 d'heure par patiente, c'est déjà pas énorme. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'étais pas prête à aller de pas cher d'ailleurs en allant vers d'autres coupotes, c'est pas quelque chose qui a été évident, quoi. Il y a des coupotes qui m'ont dit: «Non, nous, c'est minimum 5 plus une trofa, plus une urgence». Je leur ai dit: «Je sais pas, moi, je je sais pas travailler comme ça. Faut m'expliquer comment vous faites». waouh, c'est Mais vraiment un voilà. challenge. Tu saurais toi, la fourchette, par exemple, c'est un taux horaire, c'est un salaire, mensuel? Tu saurais donner une fourchette pour les personnes à qui ça intéresse? Alors ça, le problème, c'est que c'est variable parce qu'il y a la plupart des médecins, ils travaillent à la carte. C'est-à-dire que c'est en fonction du nombre de cartes qu'ils voient par heure. Mmh. Ça dépend aussi, ça dépend aussi, voilà, des sous-conditions. Par exemple, est-ce qu'un rendez-vous téléphonique va être, payé comme un rendez-vous physique? Est-ce que, même, une PNIA online, donc les demandes digitales, bien généralement la demande digitale, c'est pas forcément comme une carte, sauf à la Maccabi, c'est comme une carte et à la Mourcheded, c'est pas comme une carte, mais ça te donne un certain, je crois 100 shekels ou quelque chose comme ça par, PNIA et c'est vrai que ça prend 2 minutes, une demande digitale. Donc ça dépend quand même de tout ça, donc j'ai pas vraiment un chiffre précis à dire et il y a aussi des médecins qui travaillent à l'heure. Moi, je travaille à l'heure, mais pareil de par ma volonté, parce que j'ai pas envie d'être pressée, j'ai pas envie d'avoir le stress d'avoir encore une patiente, encore une pa j'ai envie de pouvoir prendre mon temps avec, la patiente. J'ai pas envie que le facteur, carte, ça soit un facteur voilà, dans ma vie de tous les jours. Mais la plupart des médecins ne travaillent pas à l'heure et parce que c'est censé être plus lucratif de travailler à la carte, quand tu vas un peu plus vite. Et globalement, je veux pas te dire de chiffres ici, mais je j'ai pas de problème à répondre en privé de ce que je sais. Je sais aussi encore une fois que ça dépend, et de l'endroit d'Israël, à quel point la coupa a besoin de toi dans tel ou tel endroit. Il y a pas mal de facteurs, qui influencent au final, le salaire. Et aussi, par téléphone. Voilà, pour les personnes qui savaient pas, donc il y a 3 volets, il y a 3 volets que propose, la Coupe Patrolling. Écoute, j'ai l'impression qu'on a fait, le tour de pas mal de choses. Merci beaucoup, c'est très, très clair. Je pense que, les personnes qui nous écoutent vont être ravies d'écouter ton parcours. C'est un parcours qui est hyper intéressant et en plus qui offre beaucoup, d'opportunités et d'alternatives, notamment la partie, hôpital et Coupatrolim. C'est vrai que depuis le début, tu disais que tu avais un profil atypique et en fait, ça montre que même sur ces catégories-là, en fait, il y a des nouvelles choses à entendre qui étaient
pour moi inconnu. Je sais que j'avais l'impression que assez rapidement, les professionnels de santé avaient le besoin ou l'envie de se mettre en privé et en fait, tu nous as montré que tu arrivais à gérer ton quotidien, aimer ta carrière, aimer tes patientes, et ton travail en ayant une activité qui est focalisée sur l'hôpital et aussi sur la pétrolière. Donc c'est encore un nouvel angle. Merci beaucoup, merci Rivka. Avec grand plaisir et puis du coup, je te dis à bientôt. À bientôt, bye bye.